parce que je n'ai pas monté hier et que demain ça sera trop tard. Non, mais c'est que c'est une grande œuvre. C'est une œuvre qui est écrite par un écrivain du début du 19e, c'est-à-dire qu'il a plus de 200 ans. Enfin, elle a 200 ans, allez. C'est une œuvre qui a 200 ans et on peut penser qu'elle a été écrite hier, puisqu'elle n'a pas été achevée. Donc on a la chance d'avoir des bouts, des fragments d'un très grand écrivain qui est mort très jeune, à 23 ans. Ça aurait été c'est une perte énorme, la disparition de ce type-là. Pour l'humanité, ça aurait été un très grand écrivain. Il y en a des brouillons, des bouts de choses qu'il a esquissées, comme s'il avait écrit sur le net des bouts de ceci, des bouts de cela, avec des débuts de construction. Et puis nous, on peut en faire quelque chose. Donc on organise des traces, et c'est ça qui m'intéresse. C'est le côté éclaté de l'histoire qu'il raconte. C'est la folie. C'est-à-dire qu'Hamlet utilise la folie comme mode de révélation pour la rivalité, pour la vérité vraiment. Dans la rivalité en plus, le lapsus n'est pas idiot. Tandis que Wojciech, il l'a subi. Ça ne va pas bien, quoi. Il ne va pas bien. Il a des idées discontinues, son discours est fragmenté et cassé, et il entend des voix. Donc dans ce moment-là de l'histoire des sciences psychologiques naissantes, on ne connaît pas la schizophrénie. Or, il décrit des phénomènes de schizophrénie avant la lettre. Donc les schizophrènes existaient avant qu'ils ne soient diagnostiqués. C'est un mélange. C'est un mélange de traduction du texte original, de versions différentes, parce que chacun produit sa version. C'est un texte très connu des gens de langue allemande, c'est vraiment partie de leur tradition théâtrale de façon profonde. Nous, on le connaît moins, et en général, on a du mal à se saisir des clés et même des méthodes, des moyens de jeu nécessaires à ce type de littérature. Il y a des personnages, il y a des histoires, mais on est plus sur l'histoire et sur le rendu de l'histoire, de la fable, que sur le développement psychologique des personnages. C'est ce qui caractérise la littérature allemande, à l'inverse de la littérature française qui est plus romantique au XIXe siècle, avec des émotions, des sensations. Oh mon Dieu, Madame Bovary, oh mon Dieu, j'adore Madame Bovary. Oh mon Dieu, on croit que tout est triste et tout est romantique et tout est intériorisé, alors que là, c'est des histoires, c'est des blocs d'histoire et de force et de pouvoir, quoi, de personnages. C'est très moderne, beaucoup plus que des lamentations. Il n'y a pas de lamentation dans Wojciech. Moi, j'ai pas mal bossé en amont, comme souvent, comme toujours. Voilà. Et puis tout d'un coup, on s'est mis autour des choses, on a commencé à répéter, et tout ce qu'on avait prévu a un peu volé en éclats. On en est revenu à réorganiser complètement la matière, les différentes scènes qui se suivent sans se suivre. Parce que c'est bien ça qui caractérise cette œuvre-là, c'est que pour la première fois, on a une scène, puis une autre scène, puis une autre scène, et qu'il n'y a pas nécessairement de lien chronologique, ni même géographique entre les scènes. Je ne sais pas si ça se passe à la suite ou s'il y en avait une qui, venant après, aurait pu être avant. Bon, c'est pas une version historique, ni même allemande. De toute façon, dans notre imaginaire, à nous, Européens, de ce côté-ci des choses, l'Allemagne, les soldats allemands, si on refuse de remonter en 1945, c'est aussi l'occupation américaine de l'Allemagne. C'est les GIs à Berlin, c'est Elvis Presley qui fait son service militaire en Allemagne. Enfin, c'est très ouvert, quoi. Si on se limitait à une historicité des choses, on montrait toujours Shakespeare en culotte bouffante. Et Roméo en culotte bouffante avec des souliers pointus, il ressemble à des pantoufles. C'est très compliqué de faire une déclaration d'amour dans cette tenue-là, devant des gens du XXIe siècle. Donc inévitablement, même Roméo, on est obligé de le bouger un peu. Je trouve, on est
a intérêt à tenter de le bouger un peu. Fait pas un théâtre musée, quoi. On fait pas un théâtre. Même si moi j'aime les grands textes, parce qu'il y a une raison pour laquelle Roméo et Juliette c'est toujours là. Il y a une raison artistique et artisanale de la qualité de l'écriture et de l'extraordinaire cadeau qui nous est fait quand on reçoit cette œuvre-là. Je la reçois de façon étrange, pas de manière directe, c'est des trucs qui ont été copiés, recopiés, la version première. Shakespeare n'a pas tapé sur le net Roméo et Juliette et un soir, Roméo, etc. Non, c'est arrivé par bout dans tous les sens. On a retrouvé ça après qu'il soit mort, donc on ne s'est pas vraiment authentifié, mais bon, il a existé parce qu'il a écrit tout ça quand même. Mais ces grandes œuvres-là, c'est des miracles, c'est des grands cadeaux. Donc je sais que c'est un des grands cadeaux avec lesquels on a un peu de mal en francophonie, parce que les francophones sont trop logiques et trop romantiques.